Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Moi, quand je ferme les yeux, je vois les marcheurs. Ce sont des anonymes. Vous ne les connaissez pas forcément. Je ne sais pas si on les voit rarement dans les reportages qui racontent l'histoire de la République en marche ou l'ascension d'Emmanuel Macron. Mais toutes ces personnes que je vois, que je rencontre régulièrement, parce que je me déplace beaucoup également voir nos marcheurs de toute la France. Eh bien, toutes ces personnes-là, c'est elles qui font la République en marche. C'est elles avant tout. Je suis Christine. Je suis une marcheuse depuis la Grande Marche, en fait. Enfin, depuis Amiens. Emmanuel Macron, moi, je l'ai regardé à la télévision comme tout le monde, comme plein de gens. Et il m'a embarquée. J'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Ça commence ce soir et tout dépend de vous maintenant. Merci beaucoup. Et il a créé le mouvement En Marche à ce moment-là et ça m'a embarquée. Et la Grande Marche qui est arrivée tout de suite après, ça a été pour moi un déclic. Je dirais qu'on avait peut-être le sentiment, probablement un peu prétentieux, mais réaliste, d'avoir compris qu'il se passait quelque chose. Et je m'en souviens parce que les gens, en 2016 et même jusqu'à début 2017, d'ailleurs, les gens nous regardaient un peu de haut. Je me souviens très bien, moi j'étais élue locale dans la Sarthe et quand j'ai dit aux gens du Parti Socialiste, moi je vais rejoindre la campagne du candidat Emmanuel Macron, et même au début, juste je vais rejoindre En Marche, les gens me disaient pauvre petite, tu ne comprends pas la politique, nous qui sommes là depuis longtemps, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'avez pas de parti, vous n'avez personne, vous n'avez pas de parlementaire sortant, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de gens, ça va pas marcher, mais enfin tu vois bien que ça va pas marcher. Quand vous avez fait de la politique dans un parti pendant de longues années, vous avez un réseau, C'était en fait des personnes que je ne connaissais absolument pas, mais des gens qui venaient. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu parler d'un homme qui avait envie de bâtir quelque chose de nouveau pour la France et qui était surtout prêt à nous écouter. Et ça, je crois que c'est fondamental, nous écouter. Allez, c'est parti, on y va. 300 000 portes qui ont été frappées, ça a été 5 000 personnes qui ont été menées des entretiens, ça a été 100 000 conversations, et tout ça a donné un matériau. Il y avait 7 questions dans la Grande Marche, avec des questions de fou. C'est quoi votre meilleur souvenir dans les 2 dernières années? C'est quoi votre pire souvenir dans les 2 dernières années? Qu'est-ce qui marche en France? Qu'est-ce qui ne marche pas en France? Et c'était un parti pris qu'on avait eu de poser des questions sans aucun a priori, en orientant aucune des thématiques. Et ça, Macron disait toujours, des politiques apportent des réponses à des problèmes que ne se posent pas les Français. Et donc ça a été, dès le début, on a été raillés pour ça. Les gens disaient, ils sont en train de faire un grand porte-à-porte, mais c'est quoi cette innovation-là, etc. Et en réalité, la matière qui est sortie, c'était un truc de fou. On a découvert des choses fabuleuses. La première des choses, et c'est un oubli aujourd'hui, mais pourtant c'est la réalité, moi je me souviendrai toujours du jour où on fait la restitution de la Grande Marche et on met en haut des priorités les violences faites aux femmes et l'inégalité femmes-hommes. Et à l'époque, ce débat n'était pas dans la société. Certains en avaient déjà fait une action très forte, mais ce débat n'était pas du tout en haut de l'agenda, pas du tout. Et pourtant, dès qu'on tapait à une porte, la première des souffrances, des craintes exprimées étaient souvent ces inégalités, ces violences faites aux femmes. La Grande Marche, c'était un mot, mais en réalité, c'était un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est profondément
la marque de fabrique, la boussole, la raison d'être, j'ai presque envie de dire l'âme d'En Marche, puis de la République En Marche, avec au fond une idée assez simple, à la fois dans la conquête du pouvoir, puisque c'était au cours d'une élection présidentielle, mais aussi dans l'exercice des responsabilités, puisque le candidat Macron a été élu président de la République. C'est une idée simple qui est de dire toujours écouter pour mieux se faire entendre. C'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait du bon un peu partout et qu'il fallait faire son miel de tout. Pour moi, je définis ça comme ça. Et quand c'est appliqué en politique, ça nous évite justement d'être dans des totems, d'être dans des certitudes, d'être dans des préjugés par rapport aux autres. J'ai fait toute la campagne avec quelqu'un de droite. On n'a jamais été aussi proches. Parce que il suffit de faire un pas vers l'autre et que la personne en face fasse un pas vers vous pour qu'on puisse se retrouver sur l'essentiel. En France, vous avez énormément d'associations qui se créent tous les jours. Les Français sont des grands adeptes des causes politiques, des causes environnementales, des nouvelles causes. On voit émerger énormément d'associations dans le monde associatif en général et d'investissement et d'engagement des Français. Mais il y a une crise de l'engagement politique, paradoxalement. Vous avez beaucoup de Français qui considèrent qu'ils ont du temps à donner pour une association, mais pas de temps à donner pour la vie politique du pays. Et on essaie de réconcilier à la fois l'engagement, le désir d'engagement, qui n'est pas un désir d'encartement politique, mais qui tourne autour des valeurs et du temps passé pour défendre un certain nombre de convictions. C'est ça aussi. L'essence d'En Marche, c'est d'avoir aussi permis, à un moment donné, de lever les barrières à l'entrée de l'engagement politique. Vous avez des politiques de l'émotion, vous avez des politiques de la vertu. C'est pas ça la politique. La politique, c'est la raison, c'est la science, c'est un débat éclairé. Mais c'est plus complexe. Vous avez aujourd'hui souvent c'est blanc ou c'est noir. Moi, je vois très bien, aujourd'hui, je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, les débats qui tournent autour de ces enjeux du vivant, de la nature, c'est blanc ou c'est noir? Ben non, c'est complexe. Le vivant, il n'y a rien de plus complexe. La vie, c'est complexe. Une vie en société, c'est complexe. Pour régler les problèmes du quotidien, il faut appréhender cette complexité. Le progrès, justement, c'est d'avoir la force, le courage d'appréhender une complexité en se disant qu'à la fin, les possibles d'un collectif sont supérieurs à la somme des possibles des individus. On voit que monte un projet extrême qui est pour moi un projet de renoncement face à nous, de renfermement sur les frontières, de repli, qui est plein d'abandon en fait sur ce qui fait notre vie collective. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui se rassemblent et qui disent nous, on ne va pas baisser les bras, on ne va pas renoncer. Et donc pour moi, En Marche, c'est avant tout cette énergie collective qui se dégage à se dire, en réalité, il y a une promesse qu'il faut qu'on fasse aux gens, c'est que chacun peut choisir son destin. C'est super émouvant cette image quand avec son par-dessus bleu marine, c'est un peu l'aventure pour lui, mais c'est l'aventure pour toute la France. En fait, on a tout de suite compris que c'était l'homme de la situation. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Merci mes amis. Moi, je dirais cette citation qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». On a de quoi être fiers quand même. Ce que nous avons fait depuis tant et tant de mois n'a ni précédent, ni équivalent. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Tout est arrivé tellement vite en fait. L'aventure En Marche, et c'est pour ça que moi je continue d'utiliser le terme aventure, parce que il y a le côté dynamique qui va avec, et tout est allé très très vite. Et c'est vrai que on ne pouvait pas se poser les questions, réfléchir à 5 ans, 10 ans. Non, c'est maintenant que le pays avait besoin de quelque chose de nouveau.
qu'on a porté durant cette campagne, c'est de l'espoir. On avait une campagne très, très en couleur, vraiment. Je ne sais pas si vous vous souvenez de notre code couleur, du rose, du bleu, du jaune. On était très présents sur le terrain, que ce soit la grande marche, que ce soit les déambulations. Et ce que les gens nous disaient, ils nous disaient vraiment, vous apportez aussi de la couleur dans nos vies, vous nous donnez des perspectives, vous nous donnez de l'espoir. Quelque chose bougeait autour de moi, des gens qui venaient de milieux totalement différents. Certains avaient milité à gauche, certains avaient milité à droite. Des acteurs de la société civile, un engouement, un enthousiasme. Un président dont on sentait, j'en frissonne en parlant encore, dont on sentait qu'il serait un grand président. J'en suis convaincu et je suis très fier d'avoir fait le choix de le suivre. Le lendemain, en me réveillant, j'avais eu l'impression d'avoir braqué une banque. Vraiment. Ce sentiment d'avoir fait quelque chose absolument inattendu, avec des jeunes, avec des jeans déchirés, des baskets dégueulasses, en train de manger des sandwichs et des pizzas toute la journée. Moi, j'ai pris d'ailleurs 5 kilos à l'occasion. Mais c'était stimulant comme vous ne pouviez pas savoir. On a un groupe qui est composé de 1000 vies, de 1000 métiers, de 1000 aventures, de 1000 expériences personnelles différentes. Un groupe qui est dans la parité. Et ça, à l'Assemblée nationale, c'est une vraie révolution. Un groupe de femmes et d'hommes qui viennent de tous les horizons politiques. Et quand je parle de mon groupe, je peux aussi parler du MoDem et plus tard d'Agir qui nous rejoint. Là aussi, des gens qui viennent pour conforter la majorité présidentielle. Ce que la droite a toujours rêvé de faire sur le plan régalien, nous l'avons fait. Ce que la gauche aurait rêvé de faire et n'avait pas fait, nous l'avons fait. Et je me suis même amusé à relire récemment les 60 propositions, les 60 engagements de François Hollande en 2012. Et j'ai constaté que 9 qu'il n'avait pas réalisés, les autres non plus, mais enfin, parmi tous ceux qu'il n'avait pas réalisés, il y en a 9 que nous avons réalisés. Et donc, d'une certaine manière, quand on disait et de gauche et de droite, c'est-à-dire, c'était une manière de parler, c'est-à-dire être très actif sur le plan de la défense, de la sécurité, mais aussi être dans une logique de redistribution, cela a été fait. Quand on gagne une élection présidentielle, il faut agir très vite derrière sur le cœur de ses promesses, parce que sinon, c'est beaucoup plus difficile dans une deuxième partie de quinquennat d'avoir le même élan. Et donc, en début de quinquennat, et ça nous a été reproché d'ailleurs après, on est allé très très vite et on a mis beaucoup de chantiers en parallèle. Ces chantiers, c'était la réforme du marché du travail, la réforme de la fiscalité, faire en sorte que le travail paye plus en mettant des dimensions sur les baisses de charges, la réforme de la formation professionnelle, la réforme de la SNCF. Là, on a un lot cohérent de réformes qui dit d'abord, on va remettre le pays à niveau, on va faire des réformes courageuses, pas tout le temps faciles, hein, quand je vous cite toutes les réformes dont je viens de vous parler. Beaucoup de gouvernements s'y étaient cassés les dents, mais on le fait avec un élan. Et là, on a un projet politique très cohérent, justement de dire, nous, notre projet, c'est d'investir pour que chaque individu puisse choisir sa vie. Et sur un quinquennat, donc une réduction du temps d'action, vous avez quand même 2 énormes crises qui structurent les choses. Bon. Et entre ces crises, on n'a quand même pas abandonné la volonté de réformer. Après le grand débat, après les Gilets jaunes, s'engager sur le chemin d'une réforme des retraites dont on sait très bien que c'est jamais le sujet le plus consensuel de la Terre dans ce pays, il faut quand même avoir une bonne dose de courage. C'est après le Grenelle des violences conjugales, de voir qu'on a fait 3 lois en 3 ans pour mieux protéger les femmes face aux violences sexistes et sexuelles, qu'on a fait baisser cette année le nombre de féminicides, qu'on a réussi à former une immense majorité de policiers et de gendarmes, ce qui n'était pas fait avant, etc. C'est quand même une satisfaction de se dire, en fait, tout ça part d'une grande marche. Et tout ça part de gens qui ont envie de bien faire et qui sont avec leur baluchon et qui vont frapper à la porte et dire « Hey, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ce pays et dans vos vies ?» Et que cette grande marche, elle arrive à l'Élysée avec une politique publique et des résultats. Ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je suis infirmière de formation et c'est vrai que déjà, ma santé 2022, c'était pour moi quelque chose de très important dans un temps où... le système de santé en France se porte pas bien, et ça c'est depuis des années. Et déjà ma santé 2022 a apporté des réponses.
Mais ce qu'on vient de vivre, là, cette crise du Covid, avec une des réponses à apporter, qui est le Ségur de la santé, c'est pour moi un élément majeur. Nous avons signé un accord majoritaire d'une ampleur inédite, désormais entré dans l'histoire sous l'appellation de Ségur de la santé. Un engagement de revalorisation des personnels et de création d'emplois portant sur 8 milliards d'euros a été conclu. Chaque aide-soignant, chaque infirmière gagnera dès l'année prochaine au moins 200 € net en plus chaque mois. Et pourra même aller, pour beaucoup d'entre eux, soyons-en fiers, jusqu'à 500 €. Enfin, il y a eu la reconnaissance, il y a eu la revalorisation des personnels soignants, mais pas que. Bon, certains diront que c'est pas assez, c'est peut-être jamais assez, compte tenu de ce qu'est ce travail-là. Mais en tout cas, ce qui se fait aussi aujourd'hui, ce qui a été proposé par Jean Castex, les 19 milliards d'euros d'investissement, va permettre de restructurer l'hôpital public et le système de santé. Et ça, c'était tellement attendu. Donc pour moi, c'est quelque chose de fort. Les premières mesures qui ont été mises en place, c'est sur l'éducation. Ça n'a pas été de juste refaire un réfectoire, refaire les toilettes. Oui, c'est important. Mais pour une fois, on ne s'est pas intéressé au bâti, on s'est intéressé aux gens. Le dédoublement des classes, c'est 300 000 enfants aujourd'hui qui en bénéficient. Le petit déjeuner gratuit le matin, c'est 150 000 enfants. Le dispositif devoir fait, c'est un collégien sur 3. Il y a des choses concrètes qui ont été mises en place, mais également, donc des choses innovantes, mais également des choses qui étaient proposées dans les quinquennats précédents et qui finalement avaient été abandonnées. Typiquement, les internats d'excellence qui avaient été proposés avant, qui avaient été abandonnés, ben là, ils ont été repris et remis en place. On peut me dire ce qu'on veut, rien n'est parfait, mais quand même, quand moi je vois ce qu'on a fait sur notre département pour des jeunes enfants avec les dédoublements des CP, des CP, des CE1, moi je trouve ça extraordinaire sur des classes en zone prioritaire, parce que même dans les départements ruraux, on a des zones prioritaires. Ça, ce sont des choses qui m'ont énormément marquée. Le fait d'aider les jeunes. Je suis une grand-mère, mais une grand-mère avec des jeunes, et des jeunes avec qui je discute. Et des jeunes, pour eux, j'aime entendre ce qu'ils attendent de la France. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que l'on peut faire. Je discute de ce que j'ai envie de défendre. Beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques commencent par faire savoir, et puis se mettent à faire éventuellement après. Nous, c'est pas notre logiciel. On fait. Parfois, on galère un peu pour faire savoir, je vous l'avoue, mais le vrai fondamental, c'est qu'on fait. Le vrai fondamental, c'est que mon papa, s'il était là encore, son allocation adulte handicapé, elle aurait augmenté de 90 € par mois depuis 2017. C'est ça le fondamental. C'est que ma grande-tante, qui est au minimum vieillesse, elle voit aussi son minimum vieillesse augmenter tous les mois, sans que ça fasse une ligne dans les plateaux, sur les journaux. Mais ce n'est pas l'essentiel. Si on arrive à faire le quoi qu'il en coûte aujourd'hui, c'est aussi parce que certaines réformes dites structurelles ou structurantes ont été engagées dans la première partie du quinquennat. Enfin, je pense qu'il faudra le dire. Comme il faudra dire aussi que le Covid ne nous empêche pas de continuer à réformer. Ce que fait actuellement le ministre de l'Intérieur sur le projet de loi séparatisme, la réaffirmation de la laïcité, la réaffirmation des valeurs de la République, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le quoi qu'il en coûte. Et on aurait très bien pu dire aussi, avec le Covid, vous comprenez, c'est pas le moment d'agiter ces débats, patacoufin, patacoufin. Non. La discussion démarre au Sénat cette semaine, et il se passe des choses. Non, la difficulté, c'est vrai que la multiplication des crises a ponctué le quinquennat. Les Gilets jaunes, c'était une crise bien française. Qui nous correspondait, qui au fond s'inscrivait d'ailleurs dans la suite de l'élection du président de la République. Enfin, les raisons qui avaient conduit et amené le corps électoral à amener un président de la République de 40 ans, non issu des partis politiques classiques, ayant créé sa propre formation, arrivant à s'imposer comme ça à l'élection présidentielle, au premier puis au second tour face à Mme Le Pen, au fond, on voit bien quand même qu'il y avait quelque chose qui métabolisait mal dans le pays. Et au fond, la crise des Gilets jaunes, c'est la poursuite de tout cela.
Je prends très vite conscience que le mouvement est profond, que la rage est grande, et que quelque part, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait joliment Paul Éluard. Et le rendez-vous qu'on a créé avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'est aussi un rendez-vous qui a permis quelque part l'éclosion d'une colère, d'une impatience que peut-être nous avions sous-estimée, à commencer par nous, En Marche, de beaucoup de sentiments mêlés, de colère qui étaient rentrés depuis des années et qui vont sortir et qui vont exploser. Il est au fond un peu seul à sortir de la tension dans laquelle nous sommes par la parole. Plutôt que de se battre, il propose de débattre. Et il invite la France entière, à venir débattre. On est tous impressionnés par l'énergie qu'il y met, ces premiers débats, ces dizaines d'heures de débats où il retrousse les manches et il conduit le débat. Et il transforme la violence en apaisement. Il transforme des craintes légitimes exprimées dans les manifestations par rapport au déclassement mondial en ambition pour notre pays. Et donc moi j'attends de vous, de nous, qu'on puisse débattre de tous les sujets sur lesquels j'ai interpellé les Françaises et les Français. Le grand débat, c'était comment on remettait de la paix et comment, avec une assemblée de 800 maires, le président de la République au milieu, les maires avec leur écharpe bleu, blanc, rouge, pendant 5, 6, 7, 8 heures, on avait ces images de paix, des images de politique au sens noble du mot politique, comment ces images écrasaient les images de violence du samedi après-midi. Ça, c'était le principal défi. Et on y est arrivé. Et seul un président jeune, pour le coup, et un peu courageux, pouvait le faire. La parole était libre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment nouveau. Ensuite, que ce soit le président de la République qui le fasse, parce que la parole a pu être libre par le passé, mais je n'ai pas connaissance d'un président qui se soit prêté à un dialogue aussi libre, aussi ouvert, avec autant de maires. Je crois qu'on était près de 500 maires. Et ensuite, l'innovation, elle vient du fait que ce dialogue, il était avec des maires et qu'il était en dehors du congrès des maires, qui est quand même le seul lieu dans lequel les maires pouvons échanger, mais la parole n'est pas libre, mais avec Premier ministre ou Président de la République. Donc c'était de la reconnaissance. J'ai vu de la reconnaissance envers nous, les élus de la République. Mettre le président de la République en exercice, en direct sur toutes les chaînes info, pendant des heures, en prise directe comme ça, avec des questions qui pouvaient être des questions particulièrement désagréables ou sur des sujets particulièrement touchy, on peut le dire comme ça, bah, c'est une prise de risque quasiment inédite sous la Ve République. On a fait 96 heures de retransmission. Je peux vous assurer qu'à la fin, j'en pouvais plus. Mais la réalité, c'est que de ces 96 heures, ça était sans filtre. Et c'est la sincérité de la démarche, et là, pour le coup, c'est du Macron. Cette sincérité-là, elle a trouvé évidemment son écho dans le pays. Chez LREM, ça résonne très fort parce que ça revient à l'idée d'écouter pour mieux se faire entendre. Déjà, il y a même en germe cette idée d'une forme d'autocritique. Manifestement, ce que nous avions fait pouvait poser des problèmes. Je pense à la taxe carbone, je pense à d'autres mesures qui séchaient chez ces gilets jaunes. Mais les gilets jaunes étaient aussi soutenus, rappelez-vous, par une très grande majorité de nos concitoyens. Donc il était très important de trouver une initiative, mais qui ne soit pas une initiative comme ça, sortie du chapeau, mais une initiative qui résonne avec ce qu'avait été notre promesse, à savoir aller écouter, comprendre ce qui n'allait pas, et nous en étions extrêmement fiers. Si quelqu'un avait écrit une nouvelle de science-fiction pour décrire les années 2020 et 2021, je peux imaginer que son manuscrit aurait pu être retoqué tellement il y avait un niveau d'invraisemblance élevé. Donc ça ne pouvait pas être écrit. Et au total, c'est à la fin de l'histoire, je crois qu'il sera rendu justice à la manière dont les gouvernements d'Emmanuel Macron, sous son autorité, ont fait face à cette crise. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous avons une manière qui est à la fois d'être à l'écoute des Français
pragmatiques dans les décisions, de nous efforcer de les faire comprendre, d'en faire saisir la portée et d'agir dans le seul intérêt général. Qui eût pu croire que ce serait un parti comme En Marche qui amènerait au pouvoir un président de la République qui serait amené à décider de salarier par de l'argent public 20 millions de Français. Pour tous ceux qui doivent être aidés durant cette période, les mesures de chômage partiel pour les salariés et de financement pour les entreprises seront prolongées et renforcées. Elles sont inédites et protègent d'ores et déjà plus de 8 millions de nos salariés et nombre de nos entreprises. Après, dans la nature des mesures de gestion de crise, d'un point de vue purement sanitaire, ce que j'ai dit d'ailleurs plusieurs fois au Parlement, quand les oppositions s'unissent pour nous dire que ce que nous faisons n'est pas bien et qu'eux feraient différemment, je leur fais constater quand même que quel que soit le parti qui est au pouvoir dans un État européen, en définitive, les solutions sont sensiblement les mêmes. Le confinement quand on n'a plus le choix, la protection des hôpitaux. Là où il y a des différences, c'est dans l'accompagnement économique, l'accompagnement social, et là, la France n'a pas à rougir. Et c'est quand je vous parle d'accompagnement social, la France est le seul pays dans lequel les tests sont gratuits, sans ordonnance. Vous n'avez aucun reste à charge, rien à payer pour l'ensemble des soins. Les vaccins sont totalement gratuits. Il faut qu'on soit solidaire parce que vivre avec cette inquiétude, c'est pas facile. Mais dans les faits, la réalité, c'est que nos territoires, même les plus ruraux, je l'ai senti parce que moi je suis vraiment à l'interface entre des territoires très ruraux et puis la métropole toulousaine. En fait, la réactivité, elle est là face à cette crise sanitaire. Alors la crise sociale, on a un outil, nous les communes, c'est une pépite, c'est nos CCAS, ils sont organisés pour cela. Donc la crise sociale, elle est moins grave que si les gens perdaient leur emploi en masse. Au fond, l'État tient bon et nos institutions tiennent bon. Enfin, je ne veux pas dire tout va bien, etc. Il y aurait beaucoup à dire, puis le moment venu, le Parlement, les électeurs, la justice même, seront amenés à trancher si tout ça a été géré convenablement ou pas. Moi, je ne suis pas là pour... Enfin, si on se compare quand même, si on regarde un tout petit peu aux alentours, y compris dans des pays européens, on n'a pas complètement à rougir de la manière dont c'est géré. C'est vrai que quand on regarde l'histoire récente des différents partis politiques, il y avait d'une certaine façon l'Europe honteuse. Il fallait cacher l'Europe, on en parlait simplement pour se défausser sur ce qui se passe à Bruxelles, qui est responsable de tous les maux, etc. C'était ça l'Europe dans le débat politique français, c'était tout ce qui ne marchait pas. Et nous, on arrive avec un discours très clair en disant, nous, on pense que l'Europe, c'est la solution. Et si on pense que l'Europe, c'est la solution, alors il faut être exigeant vis-à-vis du projet européen. Ça a permis de s'endetter ensemble, les pays européens, pour combattre ensemble ce terrible virus de la Covid-19, acheter ensemble des vaccins, négocier les prix, sécuriser les approvisionnements. Là aussi, ça paraissait impossible il y a 10-15 ans, où on était encore engoncé dans de nombreux débats. La crise l'a permis et aujourd'hui, en matière budgétaire, en matière sanitaire, l'Europe avance énormément. Regardons comment l'Europe aujourd'hui a changé sous l'impulsion d'Emmanuel Macron quand il arrive à convaincre Angela Merkel, la chancelière allemande, et ensuite l'ensemble des partenaires européens et des pays européens à lancer ce grand plan d'investissement de 750 milliards. C'est une première. Et c'est une première peut-être aussi importante que la création de l'euro parce que c'est un changement de paradigme en profondeur qu'a porté Emmanuel Macron pour faire en sorte que l'Europe protège. On dit que souvent l'Europe avance avec les crises. Et je pense que la crise du Covid nous aura montré que l'Europe peut avancer. Encore faut-il qu'il y ait des moteurs pour faire avancer. Et le président de la République a été un de ces moteurs avec la chancelière allemande. Et évidemment, personne ne pensait une seconde qu'on aurait pu lever 750 milliards d'euros pour faire un plan de relance. Personne n'aurait pensé une seconde que l'Europe se serait occupée un tout petit peu de santé, alors que la santé, c'était une compétence nationale par excellence, voire même une compétence peut-être même régionale pour certains États, avec des régions qui sont entièrement compétentes sur le volet santé, les hôpitaux. Donc oui, c'est des grandes avancées, des grands pas en avant, maintenant qu'il faut accompagner. Et je crois qu'il faut que l'ensemble de nos concitoyens mesurent ce que cela représente. Dans beaucoup d'autres endroits du globe qui ont été parfois aussi sévèrement touchés que nous, les aides sociales aux entreprises comme aux citoyens n'ont pas été si massives, loin de là. Dans beaucoup d'endroits, l'épidémie a parfois été synonyme de suspension de la vie démocratique. Pas dans notre Europe.
d'abord et avant tout sortir de la crise et faire en sorte que lorsque la marée de la crise se retirera, la laisse de mer, la trace qui sera laissée sur le sable, soit la moins violente possible pour nos concitoyens, que nous ayons protégé le plus possible les entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises, ce sont nos salariés, ce sont nos travailleurs, ce sont celles qui donnent aussi la vitalité économique, évidemment, de notre pays. Et faire en sorte que les plus fragiles ne soient pas laissés sur le sable. Il ne faut pas se leurrer, la crise est dure, la sortie de crise le sera tout autant. Il faut être très lucide. Rassembler des personnes qui ont l'envie de faire. Moi, ce que j'aime au sein de ce mouvement, c'est la capacité de chacun de pouvoir se saisir d'un projet, de pouvoir le monter, de pouvoir rassembler des personnes et le porter. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie vraiment de notre ADN et c'est très important de laisser cette capacité à chacun d'agir à sa propre échelle. Les gens aujourd'hui ont un désir d'être engagés et plus encartés en politique. Donc ça, il faut prendre en compte. Donc il y aura sûrement des transformations, mais c'est sain. C'est sain que la vie politique se transforme, c'est sain que les formations politiques se bousculent elles-mêmes, se modifient, se changent en fonction aussi des envies et des désirs d'engagement des Français. Il faut incarner le dépassement politique, il nous faut élargir encore ce dépassement politique. La REM doit être un des éléments d'une majorité présidentielle qui tend la main et qui rassemble. Et je crois que l'étape à laquelle nous sommes confrontés maintenant, et pour l'élection présidentielle, c'est celle d'aller au-delà même de ce que nous sommes. Avec d'ailleurs, pour les plus historiques, comme moi, encore un devoir de modestie. Ça n'est pas l'ancienneté qui fait l'enracinement aux valeurs que nous portons. C'est justement le fait de les adopter, de les défendre et de se battre pour elles. Continuer sûrement à se transformer, continuer à bouger, accueillir. Moi, j'en suis un des visages. Je ne suis pas marcheur de la première heure. J'adhère en l'automne 2017, considérant que très franchement, le président de la République mérite quand même qu'on adhère dans le mouvement qu'il a créé avant qu'il ne soit élu chef de l'État, parce que faut en être, il faut être militant, il faut avancer. Mais il ne faudra surtout pas faire du surplace, il ne faudra surtout pas s'enfermer sur En Marche. Si ça reste un mouvement politique un peu inédit et original, il faudra continuer à travailler pour qu'il soit original. Il faudra faire des additions, il faudra refuser toute forme de sectarisme. Et pardon, mais parfois, je vois quand même quelques réflexes qui commencent à s'apparenter à ce que sont les autres formations politiques, ou en tout cas ce qu'elles étaient. Les mêmes causes conduiront aux mêmes effets. 5 ans, c'est jeune. C'est jeune. Songez que les grands partis politiques sont parfois centenaires. Ils ont 5 ans. Nous sommes un bébé dans la vie politique. Bon. Ça signifie qu'il faut patiemment s'enraciner dans le territoire, régénérer en permanence les idées, mettre en débat les questions émergentes, c'est-à-dire ne pas attendre que les sujets arrivent. Il faut les anticiper, il faut les nourrir. 5 ans, c'est beaucoup trop court. Et quand vous avez dans les 5 ans déjà au moins 1 an de pandémie qui paralyse de fait un certain nombre de réformes, même si on continue de transformer le pays. Les Français sont moins attentifs parce que tout l'agenda public est forcément bouffé par le Covid, mais ça ne nous empêche pas. Tous mes collègues au gouvernement portent leurs dossiers, font avancer les transformations dans notre pays. Le numérique avance, on équipe la fibre partout. Dans les réformes sociales, il y a énormément de choses qui avancent. Le versement des pensions alimentaires pour les femmes seules, par un nouveau service public, la 5e branche dans la sécurité sociale, le reste à charge zéro dans l'optique, le dentaire et l'audition, les trains de nuit qui sont restaurés sur les territoires. En fait, notre pays continue de se transformer, il va falloir qu'on soit capable de le montrer. C'est pas un moment de célébration, c'est pas un moment de retour d'expérience, c'est pas un moment où on se retourne, on est vraiment les yeux rivés sur cette immédiateté que j'évoque, qui est notre responsabilité, et puis cette transformation du pays qu'il nous faut continuer, qu'on a commencé à faire beaucoup, qu'on continue à faire. Il ne faut surtout pas s'arrêter, y compris dans la période. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Moi, je pense que le mot-clé, si j'avais un mot-clé à partager, qu'on ne doit pas perdre et parfois qu'on doit retrouver, c'est l'enthousiasme. Parce que pendant la campagne présidentielle, ce qui nous a caractérisé, c'est qu'on avait cet enthousiasme. On se levait tous le matin en se disant « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» pour faire gagner Emmanuel Macron, pour faire avancer le pays, même quand la situation est difficile, et surtout quand la situation est difficile, l'enthousiasme, le fait de se tourner vers un avenir, d'offrir un horizon positif, d'avoir des perspectives, de faire une campagne une campagne avec des couleurs, une campagne dans la bienveillance,
Je pense que ça, c'est l'ADN d'En Marche sur la méthode et c'est fondamental. Ne jamais perdre son âme malgré l'épreuve du pouvoir, ça c'est très important. Mais je pense que dans une campagne électorale, on retrouve l'élan du début dans une campagne. Parce qu'on est face aux gens qui vous soutiennent et puis aux gens qui attendent de vous. Et donc on va repartir sur l'essentiel. On va être très clair, Marine Le Pen a appris à sourire. On n'en a plus peur. Elle ne fait pas peur. Par contre, son projet, il faut s'en intéresser. Oubliez ce sourire, allez regarder derrière et regarder point par point ce qu'elle propose. Et là, je pense que la peur, elle va changer de camp et c'est elle qui va commencer à avoir peur. On a fait pousser un arbre très vite. On a, par notre action collective, réussi à gagner une campagne présidentielle, ce qui est en France la mère de toutes les élections, mais qu'on manque encore beaucoup de racines. Quand on n'a pas de racines, quand le vent se fait plus fort, ben on tangue un tout petit peu. Alors pour l'instant, on a été comme le roseau, on a plié, mais on voit bien qu'on a besoin d'implanter ce mouvement. Face à une classe politique qui avait renoncé, ben le marcheur, c'est celui qui baisse pas les bras, qui renonce jamais. Pour moi, c'est ça, au fond, la promesse macroniste et qui a parlé à tant et tant de marcheurs et de marcheuses.